Transhumanisme. Que signifie ce mot? Nous avons cherché quelle pouvait en être la définition, quel pouvait être le sens exact de ce terme et d'où il venait. Car en effet, jamais nous ne l'avions entendu. Ni à la radio, ni à la télévision, rien, pas même dans le dictionnaire. Abandonnant les livres, nous avons alors tenté la technologie moderne pour éclairer notre recherche. Transhumanisme. Ça y est, nous y sommes. Le transhumanisme est, dit-on, un mouvement culturel et intellectuel prônant l'usage des sciences et des techniques afin de développer les capacités physiques et mentales des êtres humains. Par ailleurs, on apprend plus loin que ce mouvement considère les affres de la condition humaine inutiles et indésirables. Comment placer l'homme face à l'explosion de la recherche médicale et technologique? Genèse de toutes ces questions, le désir au départ légitime de l'homme de lutter contre toutes les maladies. Cancer, myopathie, maladies orphelines, etc. Avec le temps, les NBIC faisant des progrès fulgurants, les ténors de la recherche ont glissé vers des fantasmes contraires aux lois naturelles, se forgeant notamment cette conviction. Le vieillissement, chose insupportable pour beaucoup de têtes pensantes, est une maladie. Ce que je sais, c'est que cette thèse, disons, cette assimilation du vieillissement à une maladie, ce qui n'est pas évident en soi, est relativement ancienne, quelques dizaines d'années déjà. Donc c'est pas, ça vient pas de sortir, si vous voulez. Et c'est effectivement là-dessus que reposent beaucoup de discours, pas forcément transhumanistes, mais qui consistent à vouloir lutter scientifiquement, biologiquement ou avec d'autres processus d'ingénierie, par exemple informatique, contre le vieillissement. Pour lutter contre le vieillissement, il faut le considérer comme une maladie. Et donc si c'est une maladie, ça vous rend d'une certaine manière légitime pour la soigner. Gabriel Dort a raison. Si vous considérez qu'il n'existe pas de loi naturelle inhérente à l'homme, si vous commencez à considérer le vieillissement comme une maladie, alors tout devient légitime. La foi de vos pères doit changer, les interdits d'hier qui étaient autant de chemins propres à canaliser la raison de l'homme sautent comme des verrous les uns après les autres. Dans cet univers du tout est possible parce qu'on peut le faire, ce n'est plus la raison qui commande, mais la folie qui dirige. Et lorsqu'on est détenteur et de la science et de potentiels financiers colossaux, pourquoi freiner ce qu'on appelle le progrès? Il semble évident que déjà, ce n'est plus l'humain qui est le centre du monde. L'évolution de nos technologies s'accélère de manière exponentielle. À Grenoble, des chercheurs ont mis au point un procédé révolutionnaire implanté au cœur du cerveau. Mécanicien d'un nouvel homme hybride, le professeur Benabid a créé le premier stimulateur cérébral. Des micro-électrodes implantées profondément dans le cerveau en modifient le fonctionnement. En s'attaquant au cerveau, une science de plus en plus invasive pénètre au plus intime de l'humain. Alors sur cette vidéo, on voit un malade parkinsonien stade préopératoire à qui on est en train de faire des tests pour montrer à quel point il est handicapé. Il n'est pas capable de tenir debout tout seul. Le voici après l'intervention, mais le stimulateur n'est pas en marche. On voit que la main droite tremble. Mon collègue vient mettre en marche le stimulateur et on va voir que ce tremblement de la main droite va s'arrêter immédiatement.
On est en train de mettre en marche son stimulateur de l'autre côté. Et à ce moment-là, le malade se débloque, il va bouger ses jambes, il va remettre ses mains en place, il relève la tête, il marche tout à fait normalement, il balance les bras, ce que ne font pas les Parkinsoniens. Il fait un pas de valse pour montrer à quel point il est agile de ses jambes. Le fait d'arrêter le stimulateur vous ramène dans l'horreur identique. Et quand on redémarre à nouveau, le miracle survient. Même si ces résultats extraordinaires restent à être confirmés dans la durée, cet implant a fait le tour du monde. 40 000 personnes en sont déjà équipées. La zone à stimuler est minuscule, de la taille d'un grain de riz, et les réglages sont effectués à cerveau ouvert sur les patients pendant une opération qui dure une dizaine d'heures. Le principe de la stimulation profonde consiste à envoyer des ondes haute fréquence dans les zones du cerveau qui dysfonctionnent, soit pour les activer, soit pour les inhiber. La stimulation fait disparaître les symptômes de la maladie, mais ne la guérit pas. Finalement, nos systèmes neuronaux, ils ont toujours la même façon de ne pas aller bien. Ils se mettent à balbutier, à bégayer. Et la stimulation, tout ce qu'elle sait faire, c'est de venir secouer un petit peu tout ça et empêcher que ce bégaiement persiste. C'est exactement comme un brouillage radio. Alors à partir de ça, je ne vois pas comment on peut améliorer un fonctionnement normal parce que dans le type de stimulation qu'on utilise, on fait quelque chose de relativement grossier. Grossier peut-être, mais efficace. Peu à peu, les chercheurs trouvent d'autres applications à ce stimulateur. Comme les ondes peuvent inhiber le désir de manger, ils le testent actuellement pour traiter l'obésité. On l'utilise déjà pour soigner certaines dépressions graves ou des troubles obsessionnels compulsifs. Des électrodes peuvent désormais corriger notre comportement, normaliser nos intentions, modifier nos humeurs. Et la preuve est faite qu'on peut implanter au cœur du cerveau une interface homme-machine. À 1 heure de train de Londres, à l'université de Reading, la Silicon Valley britannique, un professeur de cybernétique en pleine santé a déjà commencé à transformer son propre corps. Preuve que l'idéologie transhumaniste s'est déjà répandue de ce côté de l'Atlantique. Je ne veux pas rester un simple humain. Je veux pouvoir m'améliorer, devenir un homme augmenté, un cyborg. Oui, c'est ce que j'aimerais être. La mutation de Kevin a débuté lorsqu'il s'est implanté une puce dans le bras pour commander la domotique de son labo. Il est devenu alors le premier cyborg volontaire au monde. Le premier implant que j'ai eu, c'est cette puce RFID, à identification par fréquence radio, que j'ai choisi d'insérer dans mon bras gauche de façon expérimentale. Elle permet à l'ordinateur de mon bâtiment de m'identifier en permanence. Quand je me déplace, les portes s'ouvrent, les lumières s'allument, et quand je passe devant la porte d'entrée, ça fait « Hello, Professor Warwick. » Beaucoup d'animaux portent cet implant aujourd'hui, mais j'ai été le premier humain à l'avoir. On pourrait l'utiliser comme un passeport pour les humains. J'adore être un cyborg. Quelques mois plus tard, Kevin décide d'aller plus loin. Il se fait implanter une deuxième puce dans le bras. Mais cette fois-ci, la puce est connectée directement à son propre système nerveux. Son objectif ? Commander à distance une main robotisée. 2 heures et quart d'opération extrêmement délicate, endurée avec le sourire et sous l'œil des caméras. Ça a pris 6 semaines pour apprendre à mon cerveau à reconnaître les nouvelles impulsions, pour mesurer la force de ma main robotisée. C'était comme un sens du toucher supplémentaire, un nouveau sens que mon cerveau ne connaissait pas encore. Voici Mowgli. Mowgli est un robot de recherche. Il a des caméras dans les yeux pour voir, des micros pour entendre, des sonars à ultrasons, un radar dans le nez et des capteurs infrarouges ici.
Si dans le futur nous pouvons avoir des humains qui n'ont pas 5 sens, mais 20 ou plus, nous aurons une bien meilleure compréhension du monde. Voici une casquette de baseball ultrasonique. Elle est connectée à mon système nerveux via mon implant. Elle permet à mon cerveau de détecter les objets alentours grâce à des influx électriques. Je peux l'utiliser pour me déplacer en détectant les objets. C'est une vraie forme d'amélioration que tout le monde peut avoir. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est utiliser ceci pour marcher sans heurter quoi que ce soit. Il n'y a rien à droite, ce n'est pas à ma gauche, ce n'est pas à ma droite, c'est en face de moi, c'est la caméra. Kevin jalouse secrètement les machines. Aujourd'hui, c'est à ce robot extincteur d'incendie qu'il confie son rêve d'un avenir meilleur. Bienvenue. Tu as été très bien. Tu t'en sors bien mieux que moi, ça c'est sûr. Peut-être que dans le futur, quand nos corps devenus obèses nous empêcheront de nous déplacer, on se baladera dans de petits véhicules comme celui-ci, nos cerveaux contrôlant le monde autour de nous. Nos corps ne servent qu'à promener nos cerveaux, peut-être à avoir des relations sexuelles ou 2-3 choses comme ça. Mais si nous pouvions nous débarrasser de nos corps, ce serait très utile. On va effectivement avoir 2 espèces distinctes, les augmentés et les ordinaires, ou les naturels. Et je sais à quel groupe je veux appartenir. Je ne veux pas être dans le groupe de ces humains naturels et ennuyeux, aux capacités mentales limitées. Je veux être avec les intellectuels, les humains augmentés. Nous partons à Vienne, en Autriche, pour rencontrer Christian, le premier homme bionique d'Europe. En 2005, victime d'un choc électrique de 20 000 volts, Christian doit se faire amputer des 2 bras. Il décide de participer au programme de recherche du laboratoire de prothèses Autoboc. Comment va ton bras depuis la dernière fois? Il fonctionne très bien. Parfait. Sans problème. Il faudra 5 ans à une petite équipe pour mettre au point cette prothèse totalement inédite. Aujourd'hui, grâce à une puce capable d'effectuer plus de 500 millions de calculs à la seconde, le cerveau de Christian commande un bras à la fois artificiel et intelligent. Les signaux qui se forment dans le cerveau de Christian sont acheminés par les nerfs conducteurs jusqu'à la surface de la poitrine. Là, ils sont saisis par des capteurs ultrasensibles qui transforment ces signaux en signaux de commande pour la prothèse. Ces machines intégrées sont le premier pas vers le cyborg. Cet être robotisé, aux performances améliorées, qui hante l'imaginaire de la science-fiction depuis les années 60. Christian lui-même espère que ses bras artificiels lui donneront bientôt quelques super pouvoirs. Je me réjouis déjà de pouvoir être un jour beaucoup plus fort, de porter des poids très lourds, comme Schwarzenegger dans Terminator. Tout cela va être possible à l'avenir. J'ai hâte de voir ça. Sans la puissance de l'armée américaine, les prothèses intelligentes de Christian n'auraient peut-être jamais vu le jour. Son ambitieux programme intitulé Revolutionizing Prosthetics est une conséquence directe des guerres menées par les États-Unis en Irak et en Afghanistan. Les militaires de retour du front, amputés des bras ou des jambes, se comptent aujourd'hui par centaines. L'objectif avoué est de leur permettre de retrouver leurs membres perdus, mais aussi de mettre au point des super soldats aux performances augmentées. Pour l'instant, les soldats doivent se contenter de cet exosquelette qui s'appelle Hulk, en référence à ce super-héros vert à la force surhumaine inventé dans les années 60. Cette structure robotique motorisée en titane permet aux soldats de porter 90 kg sans le moindre effort. Les soldats américains l'enfilent comme une armure pour combattre dans les montagnes afghanes. L'armée est en règle générale le ferment essentiel des développements technoscientifiques. On peut dire que
si on est naïf, qu'il s'agit là d'une espèce de philanthropie formidable. Cela étant, si on est un peu moins naïf, on s'aperçoit que la limite entre ce qui soigne et ce qui augmente est perdue de plus en plus de vue. Et tout ce qui est mobilisé pour soigner, pour soulager la souffrance, est mis immédiatement au service d'un projet consistant à augmenter, à transformer, à remodeler et finalement à faire advenir autre chose que de l'humain. C'est aux États-Unis que les scientifiques sont allés le plus loin. Des chercheurs de Boston ont entrouvert la porte vers une médecine d'amélioration. Pour sortir ce tétraplégique de son isolement, ils l'ont doté d'une fonction surhumaine, déplacer des objets par la pensée. 100 électrodes aussi fines qu'un cheveu ont été implantées dans son cortex moteur. Ces électrodes captent les signaux électriques émis par les neurones et les transmettent à un ordinateur. Pendant quelques mois, Matthew Nagle a pu jouer à des jeux vidéo, allumer et éteindre la lumière, zapper sur sa télé, avant que le risque d'infection n'oblige à lui ôter son implant. Je vais ouvrir mon premier mail. Il dit bravo, vous faites un beau boulot. Maintenant, je vais allumer la télé. Elle est allumée. Je vais changer de chaîne. Là, j'ai changé. Je recommence. C'est difficile à traduire avec des mots. J'utilise mon cerveau, je n'ai qu'à penser les choses. Je n'ai qu'à dire au curseur d'aller en haut à droite et je contrôle tout l'écran. C'est hallucinant. Nous savons implanter des puces dans le cerveau pour le stimuler et nous savons capter les signaux qu'il émet pour agir. Un ordinateur directement embarqué dans le cerveau sera-t-il la prochaine étape? Peut-on mettre un boîtier, un disque dur à l'intérieur du crâne pour enregistrer les informations et par exemple augmenter la mémoire? Alors la réponse est oui et non. Oui, on sait mettre dans le crâne des boîtiers électroniques comportant des éléments pourvu qu'ils soient suffisamment petits. Maintenant, est-ce que les informations qu'on acquiert sur ce disque dur, c'est une mémoire additionnelle comme un disque dur externe que je peux ensuite rebrancher? Bien la réponse est non. Pourquoi c'est non? Parce que je ne sais pas où la rebrancher. Un simple problème de câblage nous séparerait d'un homme à la mémoire augmentée. Certains scientifiques prétendent que ce problème pourrait être résolu d'ici 5 à 10 ans. Je sais que ça paraît fou, mais les fondateurs de Google parlent déjà sérieusement d'avoir Google directement dans le cerveau, avec un implant. La première fois qu'ils en ont parlé, on a pensé qu'ils plaisantaient. Mais non, ils sont sérieux. Un jour peut-être, nous serons aussi démunis sans implant que nous le sommes aujourd'hui sans téléphone portable. Nos futurs employeurs exigeront de nous des cerveaux équipés des meilleurs logiciels. En Europe, l'idée fait peur, mais de l'autre côté de l'Atlantique, la question ne se pose déjà plus. La question n'est pas de savoir si, mais comment et quand. Nous connectons déjà des neurones humains à des puces d'ordinateur. Nous mettons déjà des implants dans les cerveaux humains. Et nous améliorons tout ça à un rythme de croissance exponentielle. Il y a tellement d'argent à se faire que les capitaux vont affluer à un rythme très rapide. Et cela va jeter de l'huile sur le feu. Les améliorations vont aller de plus en plus vite. Et lorsque cela arrivera quelque part dans le monde, les gens qui seront améliorés seront tellement avantagés que chacun se dira « Est-ce que moi aussi je peux avoir ça ?» Peter Diamandis est transhumaniste. Ce mouvement rassemble quelques milliers de personnes dans le monde, philosophes et scientifiques. Certains d'entre eux sont haut placés dans les institutions et les laboratoires de recherche américains. Depuis l'été dernier, ce lobby dispose même d'une université située sur le campus de la NASA dans la Silicon Valley. Comme tous les transhumanistes, Rod prépare l'évolution des plus riches d'entre nous vers une espèce humaine technologiquement augmentée
qui succédera à l'Homo sapiens. Aujourd'hui, c'est facile de distinguer l'humain de la machine, mais ça va vite devenir très flou. Vous allez commencer par des implants visuels et auditifs. Ensuite, vous allez avoir votre crise de la quarantaine. Et au lieu d'acheter une voiture de sport, vous allez vous offrir un cœur d'athlète pour avoir de meilleures performances sportives. Ça va commencer comme ça, par de petites améliorations. Et soudain, vous allez réaliser que vous êtes devenu plus artificiel que naturel. On ne peut plus tracer une frontière bien définie entre l'humain et la machine. Nous allons évoluer et nous allons changer ce qui nous sert à nous relier au monde, c'est-à-dire notre corps. Et c'est une bonne chose, c'est l'évolution. C'est simplement l'évolution artificielle. On enseigne ici à la crème des étudiants du monde que l'homme est une machine dont nous pourrons bientôt changer indéfiniment les pièces et que la mort est une maladie dont nos enfants guériront. Alors que nous comprenons ce qu'est le vieillissement, nous réalisons que c'est une calamité, une maladie. Petit à petit, nous considérons que ce que nous pensions inéluctable peut devenir un choix. Certains ne le feront pas. Très bien. Personne n'y sera obligé. Mais ceux qui seront partants, qui vivront plus longtemps, qui réussiront mieux dans la vie, vont, comme Darwin l'a démontré, prendre le pas et remplacer ceux qui ont refusé de changer. Nous passons d'une période d'évolution par sélection naturelle à une évolution dirigée de manière intelligente. Ce qu'il y a de radicalement nouveau, c'est la volonté de l'espèce humaine d'agir sur elle-même de manière rationnelle à partir d'un plan. Même si l'évolution a procédé par bricolage, sans plan préétabli justement, lorsque des êtres humains prétendent devenir les ingénieurs de cette histoire, il y a une sorte de démesure qui peut évidemment se retourner contre eux. On est en train de perdre toute naturalité dans notre espèce. Et au fond, la question c'est est-ce que l'espèce humaine, est-ce que les humains se sentent encore en prise avec la nature ou est-ce qu'ils croient qu'ils s'en sont totalement abstraits? Pour moi, c'est presque là le danger le plus grand. Si l'espèce humaine se sépare complètement de la nature, je pense qu'elle va à sa perte. Jarvis, you there? Voici l'extrait d'un film sorti en 2008. On y parle d'un inventeur de génie, transformé en homme-machine, un super-homme, un homme augmenté, modifié. Iron Man, Spider-Man, Robocop, Terminator. Au-delà du business et des recettes colossales générées par ces films, Iron Man a rapporté plus d'1 milliard de dollars par exemple. Ces super-productions américaines sont rarement le fruit et des fantasmes et des caprices d'un adulte, pas encore sorti de l'adolescence. Derrière ces films aux contours violents, se dissimulent le plus souvent des messages on ne peut plus clairs, et penser le contraire serait bien naïf. Fantastique de voir des machines américaines faire régner la paix hors de nos frontières. On va mettre un homme dans une machine. C'est bon, on le réveille. La succession de films et d'images toujours plus choquantes banalise le regard d'un public qui finit par s'habituer. L'homme-machine n'existe peut-être pas encore, mais le développement des technologies est tel de nos jours
qu'il fait presque froid dans le dos. It only picks up 2 muscle signals, really basically for opening and closing. But if you hold an object like a mobile phone like this, the hand detects the shape of the object through the pressure sensor. So this finger realizes that there is something in the way and stops moving, whereas this finger here moves further until it touches the objects and stops moving. So when I now remove the object... Réparer ou remplacer un membre est devenu presque chose courante, et il est évident qu'une prothèse est un bienfait, puisqu'elle permet de recouvrer une certaine liberté de mouvement. Mais les transhumanistes vont bien plus loin dans cette démarche. Fort des connaissances médicales et technologiques aussi surprenantes que terrifiantes, ces derniers se plaisent à rêver car ils voient dans cette évolution une ouverture à tous leurs fantasmes. On ne voit aucun inconvénient, on constate, il y a eu des essais, on y va de manière progressive, d'abord par le biais thérapeutique, et puis, qui sait, un jour on peut envisager des choses qui aujourd'hui paraissent aberrantes, mais pourtant, théoriquement, si vous voulez, il n'est pas incohérent de penser qu'un beau jour, ou un mauvais jour, comme vous voulez, un jour, eh bien, il y aurait des personnes qui seraient prêtes à choisir de remplacer un membre sain, biologique, parce que pour X et X raisons, elle considérait que ce serait plus intéressant, mieux, que sais-je, elle ferait le choix de passer à un membre, peut-être aussi un organe, bionique, biomécatronique, etc. Donc, le transhumanisme pose la question, pourquoi pas ? Le but est donc bien d'améliorer l'homme, de le débarrasser, paraît-il, de toute contrainte et de convaincre le commun des mortels de l'intérêt vital de cette démarche. Pour ce faire, on agit par étapes. On exalte la médecine par les avancées de ses chercheurs, on la justifie pour le bien-être de l'homme, on diffuse le message au moyen du cinéma, des livres, des médias, des conférences, des clips vidéo. Bref, on habitue l'esprit à penser autrement. Can you hear me? Yes. ID. KPC 897504C. Can you move your head? Parmi celles et ceux qui font l'apologie du transhumanisme, Martine Roblat, un ancien homme devenu femme. Sa dernière trouvaille, faire la copie robot de son ex-femme. Hello. Hello, Bina 48. Bina. I am Bina 48. How are you feeling today? Everything is okay. How are you? Les promoteurs de cette nouvelle science, de la pensée transhumaniste, nous promettent donc le bien-être absolu, le confort, la santé pour tous, la justice sociale universelle et la sécurité pour chacun. On vante une société où l'égalité à tous les niveaux sera possible et dans laquelle on pourra devenir des surhommes. Les transhumanistes, leurs sympathisants et les entreprises comme Google, riches à milliards, prêchent un discours parfaitement rodé pour imposer leur volonté. Vivre 100 ans, 150 ans et plus sera possible. Bref, le quotidien sera comme il ne l'a jamais été, nous dit-on. D'un côté, on nous assure un allongement de la vie, de l'autre, on ne cesse de nous dire que nous sommes trop nombreux sur la Terre. N'y aurait-il pas là une évidente hypocrisie? Dans cette interview, le gourou du transhumanisme Ray Kurzweil, récemment embauché par Google, promet quant à lui des choses effrayantes. Mais il y a d'autres déclarations tout aussi terrifiantes.
Pour Ray Kurzweil et bien d'autres, l'homme n'a pas encore achevé son évolution biologique. Il nous faut donc aller plus loin. Nous pourrons transférer les cerveaux sur un ordinateur, les mettre à l'abri de la destruction du corps. L'esprit sauvegardé pourra être connecté à un robot qui remplacera le corps humain. Bref, une espèce humaine nouvelle paraîtra et l'homme sera éternel. Faust n'est pas loin. On joue clairement aux apprentis sorciers. Tout doit être autorisé pour parvenir à cet objectif. Manipulation génétique à outrance, eugénisme, introduction informatique dans le corps. Le puçage des corps est parallèle à ce désir, comme en témoigne cet extrait de documentaire d'une chaîne européenne. Dans la décennie à venir, ces téléphones portables qu'on utilise vont disparaître à l'intérieur de nos vêtements. Nous les porterons au dos de nos mains, avec des afficheurs en cristaux liquides organiques, si minces qu'ils ne pèseront pas plus que ma montre. Nous pourrons constamment savoir ce qui se passe autour de nous. Nous pourrons échanger avec nos ordinateurs et ils nous répondront. Vous pourriez me dire, moi je ne me poserai jamais un implant, une puce, à l'intérieur de mon corps, parce que je ne me sentirai plus moi-même, parce que je veux rester naturel. Eh bien, laissez-moi vous convaincre. Le puçage des corps est l'un des prolongements immédiats du transhumanisme. Cela existe déjà en Europe, mais dans un silence bien entretenu par les gouvernements. Les États-Unis, en revanche, comme d'habitude, ont plusieurs wagons d'avance puisque l'actuel locataire de la Maison-Blanche souhaite contraindre les Américains à l'implantation de la puce sous-cutanée. Une université californienne a imposé des tests ADN à ses étudiants avec obligation de porter autour du cou une carte d'identification à distance. Les opposants au transhumanisme, quant à eux, s'inquiètent grandement, estimant que cette obsession du corps parfait et cette volonté d'améliorer l'homme conduisent tout droit à l'eugénisme autorisé, légalisé, banalisé. Pourquoi s'encombrer des handicapés quand on vise au surhomme? Donc la prise en main de notre condition biologique à nous en tant qu'êtres humains, c'est quand des gens décident qu'il serait bien que des enfants à naître aient plutôt telle propriété biologique, telle autre propriété, par exemple qu'on puisse choisir la couleur des yeux ou la couleur des cheveux ou alors la rapidité à la course, pour faire une allusion à Bienvenue à Gattaca de Andrew Nichols. Genetics, what can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child. Par exemple, ils vont nous promettre qu'il n'ait aucun handicap, qu'il soit quasiment parfait. Mais du coup, vous comprenez que l'enfant deviendra un produit, puisqu'il sera conforme à la volonté d'un quelconque des adultes. Ce qui veut dire que ça porte atteinte à sa liberté. Sa liberté, c'est même d'être accepté comme il est. Permettez que je vous cite une personne, un bioéthicien, qui dit « Si l'on compare un enfant sérieusement défectueux avec un animal non humain, un porc, un singe, on voit que l'animal a beaucoup plus de capacité. L'animal qui a plus de capacité a plus le droit de vivre que celui qui en a moins. Et donc lui, il est pour d'éliminer tous ceux qui ont moins de capacité. C'est ça, cet humanisme. Et le mec est chercheur en bioéthique humaine. » C'est à Los Angeles qu'un tout nouveau marché a vu le jour. Ici, la fabrication de l'homme parfait commence dès la conception en sélectionnant le meilleur des embryons. Une nouvelle industrie propose des bébés à la carte, toutes options, garanties à 100%. Mère porteuse sur catalogue, donneur de sperme ultra sélectionné, on vend ici au prix fort le patrimoine génétique de l'enfant parfait. On peut maintenant choisir le sexe de son enfant et bien d'autres choses encore. Et voilà les incubateurs. Les embryons y sont exactement comme dans le ventre de leur mère. Vous avez combien de bébés là-dedans? 40 bébés. En France, comme dans la plupart des pays du monde, choisir le sexe de son enfant est illégal. Mais un simple voyage à Los Angeles et quelques milliers de dollars permettent de contourner la loi. En Chine, tout le monde veut un garçon.
Au Canada, on préfère les filles. Au Mexique, les filles aussi. En France, plutôt les filles que les garçons, mais c'est presque 50-50. Selon les pays, le choix du sexe d'un enfant n'est pas une question anodine. En Chine, où des milliers de filles sont tuées à la naissance, 18 millions d'hommes adultes sont contraints de rester célibataires par manque de femmes en âge de se marier. S'il était disponible, ce procédé pourrait avoir des effets dévastateurs. Mais heureusement, la question ne se pose pas encore. Pour l'instant, seuls ceux qui peuvent se le payer ont les enfants qu'ils désirent. La technologie utilisée pour sélectionner les embryons s'appelle le diagnostic préimplantatoire. Ce diagnostic a été inventé pour éviter l'avortement à des couples porteurs de maladies génétiques graves qui ne souhaitent pas mettre au monde un enfant malade. Cette technique, détournée par les mercenaires de la procréation, a aussi permis de créer le marché de l'enfant sur mesure. Elisabeth et Peter sont en parfaite santé et déjà parents de 2 enfants. Mais pour le 3e, pas question de laisser sa chance à la nature. Donc vous êtes intéressé par la sélection du sexe? Oui. Vous avez déjà 2 enfants? En bonne santé? 2 garçons? Oui, on aimerait une petite fille en bonne santé. Bien. Le procédé que nous utilisons implique une fertilisation in vitro. Le plus ici, c'est que nous avons une super équipe de généticiens qui vont pratiquer une biopsie sur les embryons et étudier les caractères génétiques que l'on veut sélectionner. C'est pour les futures mamans. Pour les préparer. Parce que 2 semaines après, elles sont enceintes. Enfin, à 85%. Nous sommes un programme Rolls-Royce. Sur 7000 sélections, aucune erreur. Chacun de nos clients a eu ce qu'il voulait. Après le gynéco, le conseiller financier. Les marketeurs californiens de la clinique ont tout prévu. Le pack bébé comprend les tarifs négociés sur les hôtels et les avions, avec bien sûr un plan de financement. Tout compris, le bébé de rêve coûte 24 000 €. Pour la sélection du sexe par diagnostic préimplantatoire, nous avons un package total de 18 490 $. Taxes comprises? Les médicaments ne sont jamais inclus dans notre pack. Pour ce type de prestation, ils vous coûteront environ 5 000 $ de plus, mais ça n'a rien à voir avec nos honoraires. Merci beaucoup. Merci. $30 000, c'est ce que ça va nous coûter. Et c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça semble fou, une part de nous pense « Non, je ne peux pas dépenser autant d'argent ». Mais si vous pensez à votre vie entière, et le fait que vous allez avoir une fille ou non, et combien vous allez dépenser pour chaque enfant, alors ça vaut peut-être le coup. C'est un prix fabuleux, moins cher qu'une voiture. En fait, si vous êtes sûr de votre choix, c'est un investissement très raisonnable. Je ne pense pas que ce soit comme acheter une voiture. En un sens, c'est le bien de consommation ultime. C'est quelque chose que nous aurons pour toujours. Si vous avez l'argent, je ne vois pas le problème. La question pour nous, c'est à quel point nous voulons une fille. Est-ce que nous voulons une fille à $30 000 ? Si vous payez 12 000 $ ou plus pour un traitement pour choisir le sexe de votre enfant, quelle sorte de pression cela met-il sur lui? Et si elle n'était pas une petite fille modèle? Et s'il ne veut pas jouer au foot avec vous? Et si elle ne veut pas porter des robes roses? Nous allons bientôt pouvoir choisir d'autres options pour nos enfants. Le Dr Steinberg a annoncé récemment qu'il pouvait sélectionner la couleur des yeux des enfants, la couleur de leurs cheveux, celle de leur peau. Immédiatement après cette annonce, la clinique a été inondée de demandes. Mais elle a suscité un tel tollé que l'offre a été retirée du site. Hors caméra, le docteur avoue qu'on lui demande parfois de sélectionner des embryons qui feront des enfants grands, sportifs ou ayant l'oreille absolue. On ne le saura jamais. Ce ne sont pas des informations publiques. Personne ne les oblige à dire ce qu'ils testent.
On est à Hollywood. C'est la chirurgie esthétique. Si les gens n'aiment pas leur nez, ils le changent. Est-ce que je suis pour? Totalement pour. Si certains veulent une autre couleur d'yeux, je suis d'accord. Est-ce que je le ferai moi? Oui, probablement. Mais pas maintenant. C'est trop tôt. Le docteur Steinberg est convaincu que le temps finira par lui donner raison. En Angleterre, des médecins ont déjà accepté d'éliminer les embryons d'un enfant qui aurait risqué de loucher. Maîtriser le hasard de la naissance n'est pas une préoccupation récente. Vers 1870, Francis Galton, le cousin de Charles Darwin, fonde l'eugénisme. Son objet est double: entraver la multiplication des inaptes et améliorer la race en favorisant la reproduction des plus aptes. Pétri de bonnes intentions, ce mouvement se développe dès le début du XXe siècle. D'abord aux États-Unis, puis en Europe. En 1950, 33 États américains possèdent des lois eugénistes, comme la stérilisation des handicapés, des épileptiques, des malades mentaux, parfois même des alcooliques et des toxicomanes. Ces politiques sont abandonnées lorsque les Américains découvrent l'horreur des camps de concentration nazis. Aujourd'hui, on dispose de techniques qui permettent de faire de l'eugénisme d'une façon beaucoup moins traumatisante qu'avant, puisqu'on ne va pas stériliser les gens, d'une façon qui laisse les individus relativement libres de ce qu'ils décident, et donc toutes les conditions sont mises en place pour qu'on reprenne un eugénisme aussi fou que celui des années 30. Crise économique, besoin de créer des emplois, fascination pour le progrès technologique et mythe de l'homme nouveau, les conditions d'émergence du mouvement eugéniste des années 30 à 50 semblent à nouveau réunies. Mais aujourd'hui, la plupart des médecins considèrent que le tri des embryons est un eugénisme positif parce qu'il n'est pas imposé par un gouvernement, mais librement choisi par chacun. Beaucoup de gens se rassurent en disant que le nouvel eugénisme est libéral, il est librement consenti puisque les individus choisissent eux-mêmes de sélectionner ou non leurs embryons. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, comme c'est montré dans le film Bienvenue à Gattaca, eh bien, à partir du moment où les gens commencent à choisir, eh bien, ceux qui ne choisissent pas se retrouvent en difficulté et que donc, en fait, on crée une espèce d'obligation de choix. Donc, c'est pas aussi vrai que ça en a l'air, que les gens peuvent choisir ou non de trier leurs embryons. Si on l'autorise, eh bien, ça deviendra plus ou moins obligatoire à moyen terme. Et très vite, il y aura une pression sociale très forte, si ce n'est une obligation, une pression, pour que les gens fassent des enfants utiles, normés, et qui devraient théoriquement être plus heureux que les autres. C'est un homme qui nourrit un rêve dingue que j'ai rencontré. Un homme qui conserve dans son garage tous les souvenirs de son père disparu. Il a une obsession, le faire revivre, lui, ce chef d'orchestre parti trop tôt pour son fils. Tous ses souvenirs, les lettres d'amour écrites à ma mère, ses enregistrements et partitions de musique, les films, les photos. Tout ça représente pas mal d'informations à son sujet. L'intelligence artificielle peut prendre tout ça en compte. Elle peut traverser mon cerveau pour en tirer des souvenirs, ou décortiquer son ADN dans sa tombe. On pourrait en fait recréer une bien meilleure copie de mon père à 58 ans, l'âge où il est mort. C'est l'idée. Ça pourrait avoir beaucoup de succès. J'en ai parlé autour de moi, même à des gens qui ne sont pas tellement intéressés par ce genre de choses, mais à qui quelqu'un manque profondément. Celui qui veut faire revivre son père est devenu l'un des hommes les plus influents de la planète. Ray Kurzweil est le patron du développement chez Google. Ce futurologue nous a reçus à San Francisco. Et après cette interview, franchement, j'ai eu quelques problèmes de sommeil. Parce que Terminator, à côté des prédictions de Kurzweil, c'est la petite maison dans la prairie. Ma prédiction pour 2029, c'est que les ordinateurs auront vraiment l'air humain. On pourra les rencontrer dans la réalité virtuelle, ils auront l'apparence humaine, ils nous ressembleront, ils agiront comme des humains, on en tombera amoureux, on aura la même sorte de relation émotionnelle qu'on peut avoir avec les humains. Ils seront convaincants et on croira qu'ils ont une conscience. Ce n'est pas prouvé scientifiquement parce que ce n'est pas un enjeu scientifique.
Ils se fâcheront contre nous si on ne les croit pas, et ils seront très intelligents, donc on n'aura pas tellement envie de les contrarier. La science-fiction en rêve depuis un siècle, Ray Kurzweil la voit demain. La machine légale de l'homme dans moins de 20 ans et l'immortalité pour bientôt. D'ailleurs, Ray Kurzweil avale 200 pilules par jour pour vieillir le moins possible et connaître des lendemains heureux. Ray Kurzweil est-il dingue? Encensé par Bill Gates, le boss de Microsoft qui pense qu'il est le meilleur futurologue de son époque, il s'est rarement planté et a prédit et daté avant tout le monde la chute de l'URSS et aussi l'avènement d'Internet. Génie de l'informatique, il crée son premier ordinateur à 16 ans avant d'inventer le scanner à plat, le synthétiseur qui porte son nom et le premier ordinateur capable de lire à voix haute. Décoré par 3 présidents américains, cet ingénieur est multimillionnaire grâce à ses inventions. Bref, Kurzweil est un savant fou qui fait flipper, mais qu'on est contraint d'écouter. Sa principale prédiction m'a glacé le sang. Si mes calculs sont bons, d'ici 2045, notre intelligence sera décuplée 1000 milliards de fois, en fusionnant avec l'intelligence artificielle qu'on est en train de créer. C'est un changement tellement profond dans l'histoire de l'humanité que nous empruntons cette métaphore à la physique pour l'appeler singularité. La singularité en physique, j'ai regardé dans le dico, c'est lorsqu'un événement a des conséquences imprévisibles. Le Big Bang en fait partie. Ray Kurzweil a vraiment de quoi faire peur. Maintenant, les technologies que nous développons sont dirigées vers l'intérieur de notre corps. Il ne s'agit plus de modifier notre environnement, mais de nous modifier nous-mêmes. C'est l'une des 5 ou 6 plus grandes révolutions de ces dernières 10 000 années, selon comment on compte la naissance de Jésus-Christ. C'est un pas aussi important que la sédentarisation. Nous avons eu l'avènement de la conscience, l'ère industrielle, l'ère de l'information. C'est un énorme défi. La question est de savoir comment nous allons rester humains au milieu de tout ça.